On a eu un petit peu de temps, hein? Un petit peu moins de hockey. Un petit peu moins de hockey la dernière semaine. Avez-vous commencé à... C'était apprécié, honnêtement. Ben, tu sais ce qu'ils disent, hein? J'aime beaucoup le hockey, là, mais ça faisait beaucoup de... Trop, c'est comme pas assez. Expression chère à mon père. J'allais dire, c'est ça, en avez-vous profité pour élargir vos horizons, vous intéresser à autre chose? Avez-vous une petite suggestion? Moi, je sais pas où je suis, là, mais j'en ai plus que la moitié de fait, je pense. Empathie, Oui, Laurence il paraît que Lompré, c'est très, très bon. sur Crave. C'est pas très, très bon. C'est meilleur que ça. Ah ouais? J'ai lu une des meilleures fictions québécoises des dernières années. Oublie québécoise. Une des meilleures fictions des dernières années. Bon, j'ai pas tout vu, là, évidemment, là, mais j'ai rien vu d'autre, là. Non. Mais non, c'est vraiment chouette. Alors, c'est ma... On a fait ça. On a fait ça un peu, nous autres. Ouais, ben, on a fait ça un peu, nous autres. J'ai vu le premier épisode hier, alors je peux pas me prononcer encore. Bon, j'ai regardé Roland Garros. C'est qui, ça? C'est un aviateur. Ah ouais? Non, tu savais pas, hein? Tu Non. pensais me prendre les culottes à terre? J'aimais ça faire semblant que je connaissais rien d'autre que le gouret. Roland Garros, c'était un aviateur français pendant la Première Guerre mondiale. OK. Puis le tennis... Et pourquoi a-t-on appelé l'enceinte Roland Garros? Ça, c'est une bonne question. Ah, tu le sais pas? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé de prendre son nom. Mais oui, puis Philippe Chatrier, lui, c'est Philippe Chatrier, c'est un ancien président de la Fédération française de tennis, donc c'est un dignitaire. Là. OK. Puis Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen, c'est une championne des années 20. Bon, enfin. Ça en prenait... Il y a un lien avec le tennis quelque part. Ben, Chatrier, il y en a un, mais c'était un notable, plus qu'un joueur. Suzanne Lenglen, c'est une joueuse, et Simone Mathieu aussi. D'ailleurs, le terrain Simone Mathieu... Je connaissais pas d'autres terrains que ces deux-là. Qui est le troisième en importance à Roland-Garros et qui a été ouvert dans les rénovations il y a quelques années. Et dans le jardin des Serres d'Auteuil. Et il est creusé. C'est très intimiste pour voir un match. Hein? C'est le plus beau... Ah, ben, t'étais là. Ben oui. Ouais. C'est vrai, pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques. Quoique c'était pas c'est pour rien enlever, là, mais c'était pas la même ambiance que pendant le tournoi. Les Jeux Olympiques à côté de Roland-Garros. Non, mais le tennis aux Jeux Olympiques, c'est pas l'attraction principale. Et oui, c'est le fun, mais c'était pas la même ambiance du tout que pendant le tournoi. Et le court Simone Mathieu, moi, je pense que c'est le plus beau terrain de tennis que j'ai vu. Là. C'est creusé dans le sol, dans le jardin des Serres d'Auteuil. C'est une espèce de c'est ça. Quand tu écoutes un match avec la foule partout, il y a quelques 5000 places, c'est un chaudron bouillant. C'est vraiment tout un endroit pour regarder un match de tennis. On est très près de l'action. Oui, vraiment. As-tu vu... exceptionnel. En as-tu vu tant d'autres? Tu sais, comme moi, mettons, je dis Empathie, c'est la meilleure série de tous les temps, mais je n'ai pas vu d'autres. Ah ouais, des terrains de tennis? Des terrains de tennis. Ben, il y a celui au Parc Louriel, pas loin de chez nous. C'est moins beau. En asphalte? Ouais, c'est moins beau. Une surface plus rare dans les tournois du Grand Chelem. Ben, j'ai fait le US Open aussi, dans les tournois du Grand Chelem. Je suis jamais allé à Wimbledon. Non, évidemment, c'est sûr que si j'avais foulé le Center Court... Non, mais c'est sûr que le Center Court à Wimbledon, c'est le plus beau terrain de tennis au monde. Ce que j'ai dit, c'est que Simone Mathieu, je pense que c'est le plus fun, le plus beau que j'ai vu. Et Suzanne Lenglen puis Philippe Chatrier sont exceptionnels aussi, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose sur le Simone Mathieu qui est particulier. J'en ai vu d'autres, là. J'ai fait d'autres tournois. Ah oui, je sais. Non, mais je voulais qu'on expose ça. Je voulais qu'on expose ça à notre auditoire qui voulait en savoir davantage. Qu'est-ce qui se passe avec notre tennis canadien? Ben, écoute, c'est plus ce que c'était. Ben, c'est plus ce que c'était. Il est encore en très bonne position, notre tennis canadien. C'est difficile d'être... non, je suis dans le bon balado. Un des 7 meilleurs joueurs au monde. Je regarde autour. Il y a des raquettes. Qui pose des questions, je réponds. Mais c'est intéressant. Oui, absolument. On fera un balado là-dessus, mais tu sais, être 26e au monde là, au hockey, ça équivaut à quoi? Être 26e au monde. Le Togo? Pardon? Non. Matthew Tkachuk? Mettons. Ah, OK, un joueur. Je pensais que tu parlais d'une nation. Non. Mais le 20... Qui est-ce qui est 26e? Roger Aliassime est à peu près là. Puis Chapovalov aussi. Là, tous les deux sont autour de entre 25 et 30 actuellement. On s'entend que dans n'importe quel sport organisé par équipe, c'était une super vedette. Là. Donc, le tennis canadien va bien. Disserter longuement au grand plaisir de notre producteur Jacques-Alexis sur le tennis. Mais ça va pas aussi mal qu'on pourrait le croire. C'est excessivement difficile de s'établir dans le top 10. Je suis content d'entendre ça. Non, mais ça remet les choses en perspective. Il y a Victoria Mboko, là, qui a 18 ans seulement, qui est vraiment une jeune pépite. Là, alors, ça à suivre dans les prochaines années. D'accord. Excusez. Non, mais c'est moi, ça m'intéresse.
Sinon, j'ai regardé Our Planet sur une plateforme de diffusion. Là. C'est des documentaires avec David Attenborough, qui est le Charles Dissert anglais. C'est toujours bon. Je vous le suggère. D'ailleurs, il se le fait dire souvent. Oui. You're the Charles Tissier. Are you the Charles Tissier? Yes, it's me. Bon, Martin, quelque chose à ajouter? Absolument rien. Parfait. Parfait, garde ça comme ça. Aujourd'hui, la coupe rentre à la maison. Le Dustin Penner au maître n'a pas servi beaucoup. Et la jeunesse a de l'avenir. C'est tellement hockey, épisode 412. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, mais tellement polyvalent, l'Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, les amis. Je m'appelle Alexandre Coupal. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Et il n'en reste plus qu'une équipe canadienne. Est-ce que... Non, on va pas là. Mais j'allais dire, j'ai répété souvent qu'on tellement hockey, c'était un endroit où est-ce que on prenait congé. Là. Apolitique. Ouais. Mais veut pas, je sais pas. Je pense que cette année, cette idée-là de la coupe qui rentre à la maison, je pense que... Est-ce que c'est plus fort, vous pensez, ou pas? Moi, je pense que les chances sont meilleures que jamais. Oui, ça, il y a ça. Ouais. Mais je sais pas s'il y a de l'effervescence... extra-sportive. Ouais. Peut-être s'il s'approche du but, genre avec 3 victoires, avec une réelle possibilité de gagner, je sais pas si ça va créer un engouement. On devrait se mettre à vendre des drapeaux canadiens. Ça demeure très difficile pour les gens de Calgary ou de Vancouver ou de Winnipeg, donc pour les Manitobains, de se ranger derrière les Oilers d'Edmonton. Puis je pense que c'est vrai aussi là, pour les partisans des Leafs ou du Canadien ou des Sénateurs qui... C'est peut-être une arrière-pensée, mais je pense pas que ce soit une grande préoccupation pour les amateurs d'ailleurs au pays. Mais j'imagine qu'il y aurait, dans la plupart des cas, sûrement un petit sentiment de fierté, là, surtout cette année. Ça fait tellement longtemps qu'il y a le contexte. Mais... La même année, la Coupe des Nations et la Coupe Stanley, ce serait quand même... Oui, c'est ça. Peut-être que la Coupe des Nations, en fait, encore... A réglé ça. Je sais pas si ça a réglé, exacerbé. Mais ça a peut-être agi comme bombe, là, comme cataplasme sur cette là. Surtout que c'était, à l'époque, on était en plein mois de février. C'est une chose dont on refuse de parler. Ouais. Ouais. Les tensions canado-états-uniennes étaient à leur comble. OK. Je t'en prie, va pas plus loin. Alors, Martin a décidé, c'est les Oilers qui gagnent. C'est décidé. On a lu sa chronique, là. C'était bon. C'est de la rétro-ingénierie. Peut-être que tu vas pas te réincarner, mais te recycler en espèce de mathématicien. Non, je penserais pas. À la retraite. Non, je penserais pas. Non? Je penserais pas, mais je trouve ça plus le fun de faire des... c'est ça. Les traditionnelles prédictions, je trouve ça un peu... C'est vide. Ça fait un peu ésotérique, c'est ça, c'est vide. Exact. C'est dire, moi, je pense que oui, mais comment tu peux le supporter? Puis, je trouve en apportant j'ai lu récemment la biographie de Billy Walters, qui est le parieur sportif qui a eu le plus de succès dans l'histoire aux États-Unis. Okay. Il a gagné des centaines de millions dans sa vie. Il est parti dans les années 80, un groupe qui s'appelait The Computer Group. Il y avait des mathématiciens qui travaillaient avec lui, puis ils ont établi un système un système de pointage pour essayer d'identifier les gagnants. Puis ils pariaient semaine après semaine aux États-Unis, chaque semaine des millions de dollars, mais sur des dizaines et des dizaines de matchs qu'ils avaient identifiés, qui, eux, trouvaient avaient le plus de potentiel. Puis il a maintenu pendant 30 ans une séquence gagnante pendant 30 ans. Il a fait des profits pendant 30 ans. Il a fait des centaines de millions de dollars et sa moyenne de succès était 57 %.
avec ce système sophistiqué-là auquel le commun des mortels n'a pas accès. Et c'est ça. Et Billy Walters disait, je trouvais ça fascinant, il disait le plus gros indicateur, le plus gros facteur qui prédit les performances futures, c'est les performances récentes. Puis il disait qu'il y avait certains facteurs qui pesaient plus que d'autres dans des matchs. Lui, il identifiait une foule de facteurs dans un match, puis il y avait un système de pointage et tout ça. Et c'est ça. Je trouvais ça drôle parce que ça entre un peu dans la même philosophie que la rétro-ingénierie. Et c'est ça, la rétro-ingénierie dit encore une fois, pour la deuxième année consécutive, que les Oilers devraient être favorisés pour remporter la Coupe. Mais elle l'a dit l'an dernier, puis elle n'a pas eu raison. Puis il est arrivé quelque chose l'année dernière d'exceptionnel. C'est que les Oilers ont marqué plus de buts que les Panthers en finale de la Coupe Stanley. Et c'est arrivé juste 4 fois dans les 50 dernières années que l'équipe qui a marqué le plus de buts dans une série finale n'a pas remporté la Coupe Stanley. Donc, c'est 8% des chances, dans le fond. C'est ça. C'est le comment on dit, qui confirme le contraire. L'exception qui confirme la règle. Ou enfin, exact. Dans ce genre. Et ça s'est réglé. Les 4 fois où c'est arrivé, la série s'est réglée en 7 matchs. Forcément. Ouais. Et l'élément clé, c'est l'attaque. C'est le facteur qui pèse le plus, c'est l'attaque. Pas les unités spéciales, le nombre de buts marqués depuis le début des séries. En finale, c'est vraiment comme en finale, c'est là que l'attaque fait la différence. Parce que la défense demeure extrêmement importante pour se rendre là, surtout. Exactement. Cette année, par exemple, il y avait 15 des 16 meilleures équipes défensives de la Ligue qui étaient en séries éliminatoires. Le seul qui ne faisait pas partie du groupe. C'est qui l'exception? C'est laquelle? C'était le Canadien, qui était 22e en défense, si ma mémoire est bonne. Alors, c'était une exception. Alors, c'est ça. Ce sont toutes des bonnes équipes défensives qui s'affrontent en série. Fait que, logiquement, à un moment donné, celles qui se démarquent, c'est celles qui sont capables de marquer des buts. Et donc, jusqu'à l'an dernier, là, dans 80% des cas, la finale de la Coupe Stanley avait été remportée par l'équipe qui avait marqué le plus de buts dans les 3 premiers tours. L'équipe finaliste qui avait remporté le plus de buts dans les 3 premiers tours éliminatoires. L'année passée, à cause de l'exception dont on a parlé, que les Panthers ont marqué moins de buts, mais qui ont remporté la série, c'est tombé à 70%. Mais si on compare avec la meilleure défense, avec le meilleur, des facteurs comme le meilleur gardien, le meilleur désavantage numérique, le meilleur avantage numérique, c'est vraiment le facteur. Est-ce que tu as marqué beaucoup de buts dans les 3 premiers tours? C'est ça qui pèse le plus, c'est ça qui est le plus lourd. Et c'est les avantages, les unités spéciales sont assez... Ça peu important. Le meilleur des avantages, les meilleurs des avantages numériques des 2 équipes finalistes a remporté juste 20% des Coupes Stanley dans les 10 dernières années. Et le meilleur avantage numérique, seulement 40%. Alors, ce sont des facteurs assez négligeables. Et donc, si on dit que c'est l'attaque à 5 contre 5 qui compte le plus, les Oilers ont plus que 4 buts par match de marqués depuis le début des séries, ce qui est un rythme assez époustouflant. Et ils ont 4 des 10 meilleurs buteurs de la Ligue à 5 contre 5 depuis le début des séries, alors que les Panthers en ont juste un. Fait que si l'attaque pèse plus lourd et qu'il n'y a pas d'exception cette année, ça devrait... En tout cas, c'est ce que dit la rétro-ingénierie. Bonne affaire de régler. Fait que, merci d'avoir été là. Puis... Ouais, il reste que les intangibles. Wow! Pour faire un peu d'ésotérisme. Hein? Ça équilibrerait. Élever tout le monde. J'allais dire ramener tout le monde sur Terre. Non, au contraire, élever tout le monde dans le ciel. Un peu d'ésotérisme. Les Panthers, connaissent le tabac, ont remporté l'année dernière. C'est leur 3e finale. C'est leur 3e finale de suite. On a vu là, contre les Hurricanes que c'est une machine parfaitement rodée. Ils savent comment étouffer l'adversaire, comment connaître du succès, qu'est-ce qui leur est bénéfique ou non. Alors, ça va demeurer très, très difficile, je pense, pour les Oilers. Ça devrait être une autre finale relevée. J'ai l'impression que ça va être une autre très longue finale de la Coupe Stanley qui va nous amener proche de la Saint-Jean, comme c'est maintenant le cas depuis quelques années. Et ils vont être difficiles à renverser. Ils vont être difficiles à renverser malgré tout parce que c'est, comme l'a dit Rod Brindamour après l'élimination des Hurricanes, en ce moment, c'est le standard dans la Ligue nationale. Il n'y a personne qui fait les choses mieux qu'eux.
Donc, voilà, il va falloir que les Oilers y parviennent. Puis, ils y seraient probablement parvenus si ce n'était pas creusé un aussi gros trou l'année dernière en perdant les 3 premiers matchs, là, alors qu'il y aurait eu des occasions de faire en sorte que ce soit au moins 2-1. Ça va être intéressant de voir comment ils vont commencer la série cette année. Exact. Je suis sûr qu'il y a une terrible leçon qui a été tirée de ça. Là, quand ils ont regardé ça après le 7e match, ils se sont certainement dit que c'était impardonnable de commencer en retard comme ils l'ont fait ou qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts ou à la férocité. Alors que les Panthers, eux, avaient été en finale l'année précédente et avaient probablement tiré ces leçons-là, dire faut... Pas de temps à perdre. Non, c'est pas le temps d'étudier quoi que ce soit. Là. On ouvre la machine. Parce que, tu sais, Brad Marchand avait eu un commentaire intéressant après le 7e match contre les Leafs quand il avait dit, tu sais, pour les Leafs, c'était la grosse affaire. Là. Tout le monde se disait nerveux avant le 7e match. On était stressés. On l'avouait d'emblée. Alors que dans le vestiaire des Panthers, on n'osera pas dire que c'était un match comme un autre, mais pas si loin. On savait que c'était un match important. Mais c'était pas, ça ne prenait pas une ampleur démesurée parce que ces gars-là, disait Marchand, sont passés à travers ça. Ils ont remporté un 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Ils connaissent, ils savent c'est quoi. Donc, il n'y avait pas lieu de se laisser emporter par le moment. Tu sais. Et ça a fait la différence. Et à Edmonton, McDavid a dit l'année dernière, quand on s'est qualifié pour la finale, on était très émotif, on était fébrile, on était évidemment heureux, enthousiaste, c'est normal, mais il y avait cette part de fébrilité-là, de nouveauté, alors que là, tout le monde, c'était normal, c'était plus normal. On était de retour là où on voulait être, là où on pense qu'on mérite d'être, et d'être en finale de la Coupe Stanley pour la 2e année d'affilée pour les Oilers, c'est simplement dans l'ordre. Ils l'ont vaincu comme étant l'ordre des choses. C'est normal qu'on soit là. Alors, l'approche, je pense, des Oilers va être très différente en début de série. J'allais vous demander, à votre avis, le fait que ce soit un rematch. Ouais. Il y a sûrement une belle expression en français. Écrivez-nous. Une série revanche. D'accord. J'allais vous demander, est-ce que ça avantage une des deux équipes? Ça avantage certainement Edmonton pour des raisons comme celles que tu viens de mentionner. Ben, ce qui avant, je ne sais pas si le match revanche en soi avantage Edmonton. Le fait que les Oilers y soient pour la 2e année de suite, comme je le disais, ça les aide énormément. C'est ça. On peut imaginer qu'ils sont plus préparés cette fois-ci que l'an passé. Au niveau de l'expérience, là, je pense qu'ils sont presque... Ils jouent presque à armes égales avec les Panthers. Je comprends qu'eux autres, ça fait 3 de suite, mais on est dans le même niveau. Là. Ils savent c'est quoi. C'est pas de nouveau. Là, c'est la journée média aujourd'hui, le mardi 3 juin à Edmonton. Ils ont l'avantage de la glace aussi, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Mais je ne sais pas si ça a pesé dans la balance, là, mais le 7e match, c'est quand même en Floride. Mais c'est la journée média aujourd'hui. C'est une foire, c'est un cirque. Il y a une attention immense. Il y a tellement de journalistes, de caméras. Tout est plus protocolaire. On le sent que c'est un moment particulier. Eux, là, l'ont vécu. J'insiste là-dessus, mais je pense que pour les Oilers, ça va vraiment faire une différence. À ce niveau-là, là, ils jouent à armes égales avec les Panthers. Et la façon dont ils ont écrasé leurs adversaires depuis le premier tour. Dans le fond, depuis les 2 premiers matchs perdus contre les Kings, ils sont 12 victoires, 2 défaites. Là. C'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Et moi aussi, je les favorise pour toutes sortes de raisons, beaucoup moins scientifiques que ce qu'a démontré Martin. Là. C'est plus une prédiction sans substance, exactement. C'est ça, moi, c'est une question de feeling. Ben, c'est substance, à l'image du reste de ton œuvre. Exact. Merci, Alex. Je m'amuse avec ça, le truc de rétro-ingénierie, mais à l'œil. On disait tantôt qu'on était content d'avoir un congé au cours des derniers jours parce que j'ai regardé du hockey à tous les jours depuis le début des séries, puis à un moment donné, on a l'impression de voir des mouches dans l'écran, là, mais change ta TV. Ils ont été exceptionnels, les Oilers. Ça a été vraiment un rouleau compresseur contre des équipes défensives extrêmement performantes. Top 6, 3 des 6 meilleures défenses de la Ligue, je pense, qu'ils ont affronté. Comme charcutés. Oui, absolument. Ils les ont hachés en petits morceaux. Je pense pas qu'il y ait une force qui peut arrêter ça. Les meilleurs joueurs au monde finissent toujours par remporter la coupe à un moment donné. Là. McKinnon et compagnie.
C'est ça. Là, Joe Thornton. Ah non, excuse-moi. Ils sont rares. Je regarde la liste parmi les 50 meilleurs marqueurs de tous les temps là, en séries éliminatoires. De tous les temps, des 40 dernières années. Je pense qu'il y a 2 gars, je pense, qui n'ont pas gagné la Coupe parmi ceux-là. Logan Couture. Puis Connor McDavid, qui est là. Puis l'autre, c'est Couture? Sûrement. Je suis trop fort. Tu es trop fort. Pavelski. Ah ben oui. Joe. Ouais. C'est pas faute d'avoir essayé. Non. Mais c'est ça. Mais c'est un très, très, très bon joueur, mais McDavid, ça reste... je cabotinais avec Thornton, même... Je pense même que McDavid est... Ben là, McDavid est un peu dans une classe à part. C'est ça, moi, je pense que c'est son année c'est son année de grâce. On parlait tantôt de la Coupe des 4 Nations. Là. C'est lui qui a tranché ça. Exact. Je m'en allais là. C'est sa grande année. Un peu. C'est pas Jonathan Toews qui avait été comme le meilleur joueur au monde en 2014? 2010. 2010, parce qu'en 2014, c'est les Kings qui ont remporté la Coupe Stanley. On parle des Jeux olympiques. Donc, quand il a gagné les Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et sa première Coupe Stanley. C'est ça. Et ça n'a pas été un des meilleurs buteurs de l'histoire, mais c'était l'année où il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Et là, j'ai l'impression que McDavid est là-dedans. Mais vous vous souvenez pas? Non, on s'en rappelle pas. La prophétie de l'idiot du village? Non. Au lendemain de la victoire du Canada? La coupe des 4 Nations? Vous vous souvenez pas? Non. Ben là, Jack, retrouve-nous ça, puis tu vas rouler la séquence. Je me disais, si Connor McDavid joue un rôle important dans une conquête de... Est-ce qu'il y avait de médaille d'or? Il n'y a pas de médaille d'or. Il y avait une médaille. Il y avait une médaille. Je ne sais pas si c'était en or. J'ai fermé la télé tôt quand il y avait une médaille, C'était pas une grande célébration. Mais là où je veux en venir, c'est que McDavid, je pense que... pas je pense, mais... Ne nous étonnons pas si McDavid gagne la Coupe Stanley au printemps. Je pense que c'est le genre d'événement, c'est le genre d'expérience qu'il a vécu qui peut se transposer dans le reste de sa carrière. Je pensais qu'on était des amis. Aïe, aïe. À chaque semaine, je t'écris puis je te dis, comment ça, t'as pas... Tu te rappelais... Marc-Antoine t'a dit quelque chose? Je t'ai dit exactement ça il y a 3 jours puis t'as l'air complètement c'est quand Marc-Antoine le dit, c'est plus impressionnant. C'est ce que je me dis, c'est ce que je comprends. C'était quoi? Donc, c'était l'histoire des Hurricanes qui n'avaient pas gagné. Mais là, je m'en souviens. Les Hurricanes n'avaient pas gagné. Oui, exact. Quand je t'avais dit qu'il était 12-0, je t'avais tout expliqué ça en long et en large. Parce que c'était important dans le narratif à ce moment-là. Que disais-tu? Alors, au lendemain de la victoire du Canada, puis il y a un extrait qui existe, là, intuitivement, j'ai dit en affaire comme je pense que McDavid, d'avoir vécu ça, c'est ce qui va l'amener à remporter la Coupe Stanley cette année. Bon. Écoute, je pensais que vous m'écoutiez ou que ça vous avait impressionné comme... mais bon. Si ça se concrétise, bravo à toi. Mais je me suis fait dire aussi par quelqu'un du milieu, il ne faut pas sous-estimer l'impact que Sidney Crosby a pu avoir sur Connor McDavid. Mais c'est ça, justement, dans cette confrontation des 4 nations-là. Crosby quand tu disais quelqu'un du milieu, tu parlais d'un joueur de centre. Oui, c'est ça. Dans l'axe. Quelqu'un de l'axe. C'est un joueur de centre. C'est Samuel Piette, le milieu. Oui. Qui disait ça parce que Crosby a fait toute une démonstration de leadership quand même à la Coupe des 4 Nations. Là. Il était blessé. Il s'entraînait tous les jours. Prenait l'autobus là, en plein froid de février pour venir patiner avec Nathan McKinnon alors que tout le monde était au repos. Puis, évidemment, tout ce qu'on ne sait pas là, derrière les portes closes, apparemment qu'il aurait fait tout un discours. Je ne sais pas si c'est avant la finale ou entre une période là, pendant le match. Mais personne n'a voulu nous dire qu'est-ce que c'était exactement. Mais apparemment qu'il aurait fait tout un discours. Et il faut pas sous-estimer, je pense, l'impact que Crosby a eu sur McDavid et le fait, comme tu dis, d'avoir tranché le débat. C'est ces moments-là. Ouais. C'est tout ça. C'est de vivre ça, de côtoyer des athlètes d'exception. Des gagnants. Exactement. Ça peut avoir cet effet-là. Cela dit, l'année passée, McDavid en série, ça a été exceptionnel. Il s'approchait du record de points de Wayne Gretzky. Quand c'était 3-0, vous avez peut-être vu des extraits vidéo de la série là, de la Ligue nationale là, sur la finale. Non, bon, bref. McDavid est bouillant, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Là, beaucoup plus ça caractériel. Ça a l'air d'un gars calme, alors que moi aussi, je l'ai vu à quelques reprises. Non, c'est ça. Je pense que c'est le volcan à l'intérieur. Ouais. Puis
à 3-0, là, c'est lui. Finalement, il y en a d'autres qui se sont mis de la partie pour ramener la finale à égalité à 3-3, mais à partir de 3-0, dans le 4e match puis le 5e, McDavid a transporté cette équipe-là sur ses épaules. C'était fabuleux là, ce qu'il a été en mesure de faire. Et ils ont bien fait. Ils sont passés à quoi? À 2 buts de réaliser ce qui n'avait jamais été fait en finale, là, c'est-à-dire de gagner après avoir perdu 3-0. Donc, il était déjà pas loin, disons, de la gagne, Connor, mais c'est sûr que ça a dû l'aider. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. L'original, mais je pense que c'est ce genre d'occasion. Prélude à la finale de la Coupe Stanley, c'est du sérieux. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qu'est-ce qui fera la différence en finale de la Coupe Stanley. Alors, sur le book, Hélène dit le cœur. Alexandre, Connor McJésus. Louise, l'avantage de la glace et l'attaque des Oilers et pas de pénalité. Louise a flairé ça aussi, l'importance de marquer des buts. Elle connaît ça, Louise. Louise, elle connaît ça. Dominique, vous serez surpris, mais je crois que Jeff Skinner pourrait avoir un impact en finale pour combler la perte de Hyman. Ça pourrait être une histoire Cendrillon. Le gars n'a jamais joué en série ou arrive en finale puis il marque le but gagnant, genre dans le 7e match ou quelque chose du genre. Et on cherche toujours un candidat qui se démarque pour faire sonner le Dustin Penner au maître. Ah, bon, c'est ça. Parce que Jack essaie de donner il en a fait un. Fait qu'il faudrait comme s'en servir. Il faut l'utiliser, ouais. C'est ça. Où est-ce que vous prenez vos idées? Ben, c'est pas tant ça. C'est plus que là, on en a fait un. Fait que... on va le faire jouer. Au prix que ça a coûté. Non, ça n'a pas coûté. Quelques autres, j'en ai sur le tube. Attention, sur le tube. Puckhouse. Oui. Puckhouse, attention à ne pas confondre avec Puckhouse. Ça, c'est le 95-41. Les bonnes premières passes de McDavid. Et sinon, sur le Gram, Monstre de Chila, le fantôme de Dustin Penner dans le vestiaire des Oilers. L'indice Penner de Jeff Skinner est en hausse. Alors, lui aussi, ça recoupe ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu... Il y en a pas eu tant. Monstre de Chila, il me semble qu'il était bon. Souvent. Oui. Puis il fait des bons... c'est ça. Il est souvent sélectionné. Il est récompensé pour son excellence. Exactement. Mm-hmm. On le salue, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas tant... C'est ça, il n'y en a pas eu tant eu de Dustin Penner cette année. Il n'y a pas eu de ce type de joueur davantage... associé à un 3e, 4e trio qui va chercher beaucoup de buts. Peut-être Connor Brown. Ce serait mon... Je regardais vite. Là, ce serait mon... Ben, Connor Brown, oui, il y a eu un bon impact, effectivement. Mais tu sais, ça pourrait être Corey Perry. Ouais. Je ne sais pas s'il se qualifie pour le Dustin Penner. Peut-être qu'à un certain âge, tu deviens Dustin Pennerisable. C'est ça, tu es admissible. Il y a quand même 7 buts, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Connor Brown en a quoi? 5, je pense. C'est ça. Je disais. Il était blessé un peu. Il était dans les meilleurs buteurs. À 5 contre 5. Ouais, exact. Oui, c'est vrai que Connor Brown, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ils ont tellement de bons joueurs du côté des Panthers, ils n'ont pas besoin d'avoir un Dustin. D'avoir un Dustin. Tout Luostarinen, tous ces gars-là sont admissibles, là. Non? Ça vous émeut pas beaucoup, mais... Oui, mais c'est pas mal le seul. Là. Je pense pas que... Luostarinen puis Lundell, 13... Lundell n'est pas admissible. Non? Non. OK. Je pense pas. Luostarinen a des très bonnes séries. C'est 4 buts, 9 passes, 13 points en 17 matchs, plus 11. C'est le meilleur différentiel. Il y a 1 plus 12, puis... Mais c'est ce trio-là. Hein? Anton Lundell, Brad Marchand et tout Luostarinen, le 3e trio. Plus 12, plus 11, plus 11, ces 3 messieurs. Ils sont vraiment dominants. Là. Donc, si on conclut sur cette série finale, avantage Edmonton. Je pense que oui. Voilà. Je pense que c'est pas farfelu de dire ça. C'est ça. C'est documenté, selon certains. C'est ressenti, selon d'autres. Et moi, je résume. C'est ça qui a été dit. Pendant ce temps, c'est le Combine à Buffalo. D'ailleurs, Godino est là. Oui. Il fait aller sa magie. Oui, Godini, c'est ça. Le prestidigitateur de l'information sportive. Et Marc-Antoine sera avec nous vendredi. Il va interviewer les 4 Québécois là-bas, puis il va revenir. J'espère. Il est bien mieux, en tout cas. Vendredi, sauf erreur, je pense que c'est un gros anniversaire pour Godini. Alors,
vous le lui souhaiterez. Ah, ben là, tu veux... Gros dans quel sens? C'est un chiffron. OK. 400? Non. Ça, c'est le dernier chiffron qu'on a franchi ici. Alors, c'est une... soyez là vendredi. Marc-Antoine sera là et il nous rapportera ses conversations de lobby avec le gars de l'hôtel à Buffalo, comme l'an passé. Mais plus qu'il est question de la combine, là, j'entends depuis le début de la saison que c'est une grosse saison pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une grande année. Puis là, Guillaume Lefrançois a envoyé quelque chose... le meilleur journaliste sur Blue Sky. Le meilleur. Faudrait que tu arrêtes de dire ça. Il est très, très bon. À l'extérieur de Radio-Canada. On l'aime beaucoup. Ben oui. Alors, sur les représentations des diverses ligues à la combine, Ligue de l'Ouest, 20 joueurs. Ça, c'est bon, ça, parce que c'est pas un gros... Ligue de l'Ontario, 18 joueurs. Hey! La USHL, 10 joueurs. Le programme national américain, 9 joueurs. La NCAA, 6 joueurs. Et on s'entend, la NCAA, il n'y a pas beaucoup de représentants parce que c'est une ligue de joueurs de 22, 23, 21 ans. Alors, ce sont vraiment... Le nombre de joueurs admissibles au repêchage est restreint dans cette ligue-là. Ligue de hockey junior majeur du Québec, 4 joueurs. Et école secondaire, Ontario et Minnesota, 2 joueurs. La Ligue junior majeure du Québec a 2 représentants de plus que les écoles secondaires. Mm-hmm. Mais c'est pas toujours comme ça? Il n'y en a jamais tant que ça, effectivement. Je pourrais pas, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, donc je peux pas dire que c'est toujours comme ça. Cette année, par contre, il y a de bons joueurs. C'est la qualité au-dessus sur la quantité? Il y a des joueurs bien en vue. Là. On a 2 top 15 à peu près. Mm-hmm. Ça fait 2 ans. Ça fait depuis 2022 qu'il n'y a pas eu de choix de la LHJMQ au premier tour. Il va en avoir. C'est sérieux, hein, ouais. Ouais, les deux. Il n'y a pas eu de choix de Québécois au premier tour les 2 dernières années. Non, c'est la première fois que ça arrivait. Oui, c'était déjà arrivé une année blanche là, au premier tour, mais jamais 2 de suite. Donc 2023-2024, il n'y en a pas eu du tout. Puis je dis LHJMQ, là, je te parle pas juste de joueurs québécois. Là. OK. Et là, il va en avoir au moins 2, peut-être 3, plus probablement 2, mais 2 assez bien placés. Je pense que Caleb Desnoyers, selon moi, va sortir top 5. Là. Je ne serais pas surpris qu'il sorte 3e à Chicago. Puis Justin Carbonneau, ça c'est plus... c'est pas un point d'interrogation, c'est plus difficile à prédire où exactement, mais entre 12 et 20, certainement. Moi, je l'ai vu jouer en fin de saison. C'était un match à Blainville. Les visiteurs étaient Moncton, donc c'était Desnoyers contre Carbonneau. Il devait y avoir 50 recruteurs dans l'aréna. Pour vrai. Ils ont été obligés d'expulser. Tout le monde était là. Ah ouais. Et Carbonneau a été très décevant. Je l'ai trouvé très, très décevant. Et je peux pas dire autre chose que ça, parce que je l'ai pas vu jouer 40 matchs, là, mais comme athlète, tu sais que tu joues contre Desnoyers, que les gradins sont pleins de recruteurs. Il n'avait pas été convaincant. Puis j'ai parlé à plusieurs recruteurs ce soir-là et il y en a un qui m'a dit, écoute, moi, mon superviseur est venu avec moi 3 fois le voir jouer. Puis là, il m'a dit, j'ai hâte de le voir jouer un bon match. Là. fait que je pense, il a peut-être été plus en dents de scie, le fait qu'il soit moins, parce qu'il est extrêmement talentueux, Carbonneau. Peut-être qu'il était moins constant, que c'est ça qui fait qu'il est classé derrière Desnoyers, mais j'ai hâte de voir ce repêchage. C'est un talent pur. Puisqu'on en parle, j'ai écrit sur lui dans les derniers jours, là, puis il y a un texte qui est paru hier. Tu lui as parlé, tu as parlé à l'entraîneur. Oui, j'ai parlé à plein de monde. À des dépisteurs, j'ai parlé à son agent un peu. Tu parles au gars dans le lobby son nouvel agent, je n'ai pas parlé au gars dans le lobby de l'hôtel à Buffalo. Mais effectivement, comme Martin dit, c'est un talent brut, c'est un marqueur naturel, c'est une gâchette, c'est un lancer exceptionnel. Il y a de beaux atouts physiques aussi. Il mesure 6 pieds 1. Je ne me rappelle plus de son poids exactement, mais il va jouer au-dessus de 200 livres, je pense, là, éventuellement, à terme, quand il va avoir pris un peu plus de masse musculaire en vieillissant. Mais il est déjà costaud et on le décrit aussi comme étant fort comme un cheval naturellement. C'est un gars qui est très fort. Alors, c'est comme un recruteur m'a dit, avec tous ces atouts-là, tu ne peux pas passer à côté.
Puis dans la même phrase, il a dit « Mais c'est un choix risqué. » J'étais là « OK. » Donc là, c'est quel bout de phrase qu'on retient là-dedans? Imagine, t'es recruteur en chef, t'as tes gars autour de la table, puis tu te fais lancer des phrases comme ça. Il peut pas manquer son coup, mais c'est un choix risqué. C'est pas sûr que ça va être le pitch final, par exemple. Moi, je ferais pas ça. Il avait l'air de réfléchir à voix haute un peu quand on jasait. mais ça, je trouvais que ça disait tout un peu du dilemme. Ça résume bien. Ouais, par rapport à Carbonneau. Et c'est vrai qu'à peu près tout le monde a souligné son inconstance. Et pas juste d'une séquence à l'autre pendant la saison, dans un même match, dans une même présence. C'est un gars qui peut étirer ses présences, qui veut faire la différence. C'est une qualité là, qu'on m'a souligné à plusieurs reprises. Il veut avoir la rondelle sur sa palette. Il veut faire la différence. Il veut marquer des buts. Et ça, il faut le voir comme une qualité. Mais ça fait en sorte qu'il prend des mauvais plis à l'occasion, des détours, va allonger ses présences, peut passer 1 minute et demie, 2 minutes sur la glace. S'engage pas trop en défense. S'engage moins, tu tournes les coins ronds, forcément. Et l'importance du jeu défensif, il a fallu que Mathieu Turcotte insiste beaucoup là-dessus, je pense, cette année et l'année précédente aussi. Là, son ancien entraîneur, parce que Turcotte a été congédié après cette saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça, j'en reviens pas. On était tous un peu sous le choc, honnêtement. C'est un peu sous le choc, là, c'est relatif, mais c'est un entraîneur de la nouvelle vague. Il a 39 ans, je pense qu'il n'a même pas la quarantaine encore. Ça faisait 2 ans qu'il était à la tête de l'Armada. On dit beaucoup de bonnes choses à son sujet. Et puis, il a travaillé avec Carbonneau. Il a dit que ça a été surtout, évidemment, on a focalisé énormément sur son jeu sans la rondelle, n'est-ce pas? L'importance du jeu défensif, parce que c'est ça, là, il peut, à l'occasion, comme je le disais, tourner les coins ronds, ne pas réaliser que tu peux autant faire la différence dans un match en défense qu'en marquant le gros but. Et ça, c'était les propos de Turcotte, là, son ancien entraîneur, résumé. Alors, ou paraphrasé plutôt. Donc, il y a un peu de tout ça. Il y a un recruteur qui me disait, des fois, son inconstance se manifeste même au sein d'une même présence. Il va la commencer très, très engagé physiquement. Ne dédaigne pas non, c'est ça. le jeu physique. Là, il est robuste. Il aime ça quand ça brasse. C'est pas un problème. Il peut commencer une présence très, très intense, très appliquée et la finir un peu en se laissant glisser. Donc, ça, ce sont des... je sais pas si c'est des lacunes, ou du moins un trait de caractère qui parfois, c'est pas positif. Disons parfois ça fait sourciller. Non, mais en même temps, comme je le dis, immense talent, aime le jeu physique, veut faire la différence, a le désir de s'améliorer aussi. Là, j'insiste parce que je veux pas avoir l'air du gars qui fait juste lui lancer le pot. C'est un des mêmes. Exact, je rapporte ce qu'on m'a dit, pas ce que je sais. Je rapporte ce qu'on m'a dit. OK? Et ce qui est une autre qualité appréciée chez lui aussi, c'est son désir de s'améliorer. Puis on en veut pour preuve le fait qu'il y a 2 ans, donc l'année avant son année de repêchage, là, quand il avait 16 et 17 ans, l'année dernière, dans le fond, son coup de patin était déficient quand même, m'a-t-on dit. Et il a travaillé avec Barb Underhill, une espèce de gourou de la glisse là, à Toronto, une ancienne patineuse artistique qui travaille avec beaucoup de joueurs de la Ligue nationale. A passé... pas une partie de l'été, mais a fait plusieurs voyages pour aller travailler avec elle. Et il a amélioré son coup de patin de façon exponentielle, me disaient les recruteurs. Ça a été très apprécié de la communauté. On a vu son désir de s'améliorer. On a vu ce qu'il a fait pour les démarches qu'il a entreprises pour le faire. Et puis, les résultats ont suivi immédiatement. Donc, il y a aussi cette qualité-là. Alors, mais il fait électron libre un peu. C'est une personnalité forte. Il prend beaucoup de place. C'est le genre de gars qui a un peu le défaut de sa qualité, je pense. Il a une grande confiance en lui. Ça peut friser, frôler l'arrogance à l'occasion. C'est peut-être juste une question de maturité. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'aiment vraiment. Il ne devrait pas trop attendre avant de sortir, même s'il y a quelques bémols. Puis l'un d'entre eux, quand je parlais de sa personnalité, j'ai su, il a changé d'agent il y a quelques semaines, ce qui est très rare là, à quelques semaines du repêchage. C'est arrivé quelques fois dans les dernières années. Je ne sais pas si les enfants sont plus gâtés, mais... La jeunesse! Il y a des joueurs d'âge junior qui ont l'air à penser que le travail de leur agent, c'est de les tenir par la main. Oui. Mais là, dans ce cas-ci, on sait pas. Et d'être consolé, et d'être toujours dans les gradins quand ils jouent. Oui, mais là, je ne veux pas jeter la pierre là-dessus, mais il était avec Jonathan Lachance de Will Sports et Dominique Deblois. Et en février, il y a eu un schisme dans cette agence-là. Deblois est parti de son côté, a fondé Meridian Hockey. Donc, c'était ces 2 agents, Deblois et Lachance.
il leur a dit à ce moment-là, puis c'est Carbonneau lui-même qui me le disait, écoutez, on est au mois de février, c'est une saison importante, je me concentre sur la fin de ma saison, puis on verra après. Et là, dans ce contexte-là, je pense que ça lui a tenté d'explorer d'autres options, et finalement, il est passé chez Wasserman, qui est un groupe important. Un gros groupe. Un gros groupe avec Olivier Fortier, qui lui aussi a joint cette écurie-là il n'y a pas si longtemps. Ce qui a déplu un peu plus, puis que j'ai su entre les branches, parce que j'ai rejoint Jonathan Lachance, son ancien agent, puis il était très élogieux, puis il a dit, écoutez, c'est gentil de me donner la chance de m'exprimer là-dessus, là, mais je veux pas en parler, puis je lui souhaite la meilleure des chances. Ça a été très politically correct, mais j'ai su entre les branches par la suite qu'il avait été... il l'a congédié par courriel. Puis ça a mal passé, juste envoyer un courriel pour dire notre association est terminée, puis ça va être ça, on ne cherche pas à me contacter, là, c'est terminé. Alors, c'est correct, c'est une façon de faire comme une autre. Je pense que ça a été mal reçu. Il y a des recruteurs qui ont su ça, là, c'est comme ça que ça se propage et tout, puis disons que ça, c'est mal perçu. C'était pas un point positif. Et il fait partie des gars qui jouent la carte de la NCAA. Ah, c'est une nouvelle... C'est quoi? C'est une nouvelle carte. C'est une nouvelle carte. C'est une nouvelle carte que les joueurs juniors ont dans leur manche maintenant. Avant, les clubs avaient tous les pouvoirs ou presque, là, une fois que tu avais fait ton choix. Mais maintenant, il va y avoir libre circulation entre la Ligue canadienne de hockey et la NCAA, la Ligue universitaire américaine, parce qu'il n'y a plus de statut amateur. Là. On n'a plus besoin de... Avant, tu ne pouvais pas disputer un seul match. On en a parlé souvent avant. Mais là, juste pour répéter vivre, rapidement, tu n'avais pas le droit de disputer un seul match, même préparatoire. Dans la Ligue canadienne junior. C'est ça, une des 3 ligues juniors. Sinon, tu n'étais plus admissible pour jouer dans l'NCAA. Maintenant, il y a libre circulation. Alors, il y a beaucoup de gars qui se font courtiser, premièrement, qui visitent des installations universitaires, puis qui hésitent entre les deux circuits. Et un joueur comme Carbonneau, dont le nom est lié à Boston College, où joue James Higgins, là, entre autres, qui va être repêché dans quelques semaines. C'est très difficile. Écoute, ça va être épouvantablement difficile pour les équipes juniors de rivaliser avec ça. Exact. Tu ne peux pas rivaliser avec l'argent de certaines de ces universités-là. Il y en a d'autres qui... On s'entend que tout le monde n'est pas dans la même catégorie. Tu mets ton pied sur le campus, là, puis tu vois... Non, mais l'argent, ce que je voulais dire, c'est les infrastructures. Parce qu'ils sont pas plus payés dans la NCAA. Là. Non, mais tu peux monnayer ton image, par exemple. Oui, mais tu peux monnayer ton image. Oui, mais aux États-Unis, il y a peut-être plus de possibilités de revenus par rapport à ça. Il y a le fils d'un de mes amis qui joue au hockey dans la NCAA, là. C'est même pas un espoir de repêchage ou quoi que ce soit. C'est un gars qui fait ses études puis qui joue au hockey. Il a sa bourse complète d'études. Donc, ses études sont payées. Puis, il reçoit 30 000 $ en plus. Il y a comme un salaire. Là. Il est compensé en vertu de la loi. 30 000 US, là. Oui, mais c'est pas un espoir. Oui, mais c'est pas parce qu'il monnaie son image. C'est parce que il y a des redevances, j'imagine. L'utilisation dans les jeux vidéo, c'est ça, un paquet d'affaires. Mais les groupes de supporters peuvent... peut-être. Là, j'avoue que là, ça, c'est autre chose. Parce que moi, cet argument-là de monnayer ton image, je me disais, Gavin McKenna... qui va sûrement aller jouer dans la NCAA. Oui, on parlait d'un contrat d'1 million. Il peut vendre, million. Il peut être porte-parole de Gatorade, là, même s'il joue au Canada. Là, je veux dire, il y a pas. C'est la même. Et à la limite. Mais dans le cas de McKenna, il était question que s'il faisait le saut, il toucherait 1 million en redevance quelconque ou je ne sais trop, là, 1 million américain. Je ne pense pas qu'il recherchait ça ici. Mais ça, il y a quelque chose de pas clair là-dessus, par exemple, parce qu'il y a des athlètes canadiens de la NCAA qui n'ont pas eu le droit de toucher. Depuis que ce programme-là est en vigueur, parce qu'ils sont des étrangers aux États-Unis, que leur visa d'étudiant ne leur permet pas de toucher des revenus. Fait que je ne sais pas comment ça va s'arranger. S'il y a un tour de passe-passe qui va faire en sorte que l'argent va arriver du Canada ou Mais tu nous parles d'un exemple d'un joueur qui sera probablement pas repêché, mais qui quand même touche un dédommagement. Appelons ça comme ça. Un Québécois substantiel. De 30 000 $. Alors, tu sais, ça va être... Une fois que tu as visité... Tu visites 2 ou 3 campus universitaires, là, tu vois les installations. Mettons au Michigan, là, moi, où je suis allé faire Boston, télé. J'ai visité Boston College avec mon fils. C'est exceptionnel. Les gars, si vous ne les voyez pas, là, ils sont impressionnés. C'est dans vos faces. Pourtant, on gagne notre vie avec les mots, là, on n'en a plus. C'est tout dire.
Carl Bukauskas de Sportsnet disait dans un balado récemment, il y a beaucoup de joueurs de North Dakota qui jouent avec les Sénateurs d'Ottawa. Lui, il couvre beaucoup cette équipe-là durant la saison régulière. Et pour eux, passer de l'Université de North Dakota, c'est lui qui disait ça, là, à la Ligue nationale, mais avec les Sénateurs d'Ottawa, c'était un downgrade. C'est ça. À part pour le salaire. À part pour le salaire. Les installations. En termes d'installation et de la façon dont tu es traité là, avec Andlauer, c'est sûr qu'ils sont mieux traités qu'avant là, avec leur ancien propriétaire pingre et ça va s'améliorer. Surtout si éventuellement il y a un nouvel amphithéâtre et tout. Et Bukauskas précisait, c'est pas nécessairement parce qu'Ottawa fait un mauvais travail, c'est que North Dakota... C'est ça. Mais c'est la combinaison. Oui, peut-être. Ouais. Mais c'est extraordinaire, là, la qualité de l'environnement dans lequel tu te développes. T'sais. Et ça vaut pour les grandes universités, là, les gros noms. C'est ça. Là, mais tout ça pour dire que là, c'est ça, ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est beaucoup plus grave que ce que les dirigeants de ligue des ligues juniors majeures canadiennes avaient anticipé parce que ils se disaient, quand la NCAA a changé son règlement, ils se sont dit, bon, ben on va perdre des joueurs de 19 ans là, qui complètent leur 3e année junior puis qui n'ont peut-être pas été repêchés qui vont aller jouer là-bas pour poursuivre leur développement puis à continuer à avoir de la visibilité. Mais là, ce sont des espoirs de premier plan de 17 et 18 ans qui lèvent les feutres, là, qui annoncent qu'ils s'en vont. Si Gavin McKenna s'en va jouer à Michigan, on s'entend, là, Gavin McKenna, la saison prochaine, à titre de futur premier choix au repêchage. Ça attirait du monde. Il aurait vendu des billets dans tous les amphithéâtres de la Ligue de l'Ouest. Et ça, ils ne veulent pas perdre ces têtes d'affiche-là. Et honnêtement, je ne sais pas comment ils vont pouvoir contrer ça. Là. Ils ne pourront pas faire signer des contrats restrictifs aux joueurs en disant « Tu es obligé de jouer ici 3 ans si tu t'entends avec nous. » Parce que ces joueurs-là exceptionnels, comme McKenna ou comme Connor... comme McDavid ou Sidney Crosby, ils ont des agents à 16 ans. Là, ils vont arriver, ils vont dire, bon, ben, laissez faire. On va garder nos options, puis on va aller jouer ailleurs. Fait que c'est comme, ils sont pris dans une espèce de cul-de-sac là, par rapport à ça. Et la business, les affaires du hockey junior sont en train de changer de façon importante. Puis ce changement-là a été provoqué par les Américains et c'est les Américains qui vont en bénéficier. Qui vont en bénéficier le plus. Ouais. Ben, les grandes universités. Ça va créer une grande disparité, je pense, aussi là, entre les plus grandes universités et celles de second ordre. Puis, mais ça, le sport amateur aux États-Unis, c'est déjà ça. Oui, mais il y a beaucoup d'Américains aussi qui auront peut-être plus leur place dans certaines formations. Ouais. Donc, je veux dire, pour la fine élite, là, ça reste... Le niveau de jeu va augmenter de façon incroyable. Pour la fine élite, ils vont toujours trouver leur compte, mais il y a beaucoup d'Américains moins connus puis qui feraient de toute façon jamais carrière dans le hockey, qui vont y perdre au change parce qu'ils n'auront plus de place. Mais, en même temps, là, on observe une situation qui est... d'abord, c'est la première année. Hein. Gavin McKenna, je pense que c'est une exception en soi aussi. Là. Je pense pas qu'on puisse se baser là-dessus pour... ça reste à voir combien de joueurs de 17 ans vont aller aux États-Unis. Ça reste à voir. T'as des gars comme Carbonneau. Carbonneau, comme Carbonneau, joué cette carte-là de la NCAA. Oui, mais je sais, mais moi, je pense que une fois que tu as dominé dans le junior et que tu es repêché en première ronde de la Ligue nationale, là, oui, cette clientèle-là, moi, j'encouragerais ces joueurs-là à aller dans la NCAA pour leur développement. D'un point de vue développement, c'est tout à fait logique. Alors, il faut que tu t'attendes à perdre ces joueurs-là. Ben, en même temps, Carbonneau pourrait jouer son année de 19 ans, par exemple, avec l'Armada, puis décider de faire le saut l'année suivante. Là. Il pourrait tout à fait, mais s'il se fait offrir... Si tu es dominant... Si tu es dominant au niveau junior à un jeune âge, ça veut dire qu'à chaque année, tu vas toujours être plus dominant. Est-ce que tu vas apprendre quelque chose? Déjà, on parlait de lui, on disait il tourne les coins ronds un peu, il est inconstant, c'est ça. Pour ton développement, est-ce que c'est mieux d'aller dans un niveau de jeu où tu as des gars plus vieux, où c'est plus physique, où tu vas jouer moins de matchs, tu vas avoir toute la semaine pour t'entraîner, pour gagner ta maturité physique? Tout dépend de l'encadrement aussi des entraîneurs et tout ça. Il ne faut pas penser que c'est tous les entraîneurs dans la NCAA qui sont si compétents que ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui pense que la qualité des entraîneurs au Québec ou ailleurs au Canada est bien plus élevée. Ouais, elle est exceptionnelle, sauf que c'est ça l'aspect
négatif là-dedans. On a des très bons entraîneurs. D'ailleurs, on le voit, on le constate, là, combien on a d'entraîneurs québécois qui sont dans les rangs professionnels. On en a énormément. La Ligue junior majeure du Québec est devenue, je pense, une meilleure pépinière de développement d'entraîneurs que de joueurs. Ce qui est assez paradoxal. Ouais. Mais c'est ça, c'est l'aspect business aussi. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils se réorientent, le hockey junior. Quand les joueurs se retrouvent avec une multitude d'options comme ça, là, de prendre un joueur de 15 ans et dire là, toi, tu t'en vas à Bécomo, mon homme, ou tu t'en vas au Cap-Breton. Si le joueur a d'autres options, maintenant, il va dire... écoute, mais quand tu dis se réinvente, qu'est-ce que... Est-ce qu'il va falloir réduire le nombre d'équipes? Est-ce qu'il va falloir laisser le choix, abolir le repêchage, puis laisser, comme les universités américaines font, courtiser les joueurs, puis offrir un meilleur encadrement? Est-ce que les équipes les plus riches vont devoir partager les revenus avec les moins nantis pour qu'on puisse compenser financièrement les joueurs? Ou est-ce que ça marche encore de dire on va te donner 70 $ par semaine, puis en échange de ça, on va pouvoir t'échanger comme on veut, comme si tu étais un professionnel, puis tu vas étudier à distance, puis tu vas te promener peut-être dans 2-3 équipes durant ton stage junior, puis on va t'échanger comme une marchandise. C'est sûr que là... Quand tu as des options... Quand tu vas jouer à l'université, tu es sûr que tu vas passer l'année à l'université. Puis si ça fait pas ou tu trouves que l'entraîneur ne fait pas assez jouer, tu peux t'inscrire. Oui, mais pendant l'été, pas pendant l'année. Non, pas pendant l'année. Puis c'est ton choix. C'est toi qui décides. C'est ça. C'est pas l'entraîneur qui t'échange. Oui, on verra. Il y en a peut-être qui vont faire le saut, à part pour les tout meilleurs, puis qui vont déchanter aussi. Oui, puis les places sont limitées. C'est tout à fait possible, exact. Les places, ça se peut que tu ne joues pas beaucoup, ça se peut que ton entraîneur soit mauvais, ça se peut que tu n'apprennes à rien, ça se peut... Il y a aussi l'envers de la médaille, peut-être. Moi, je pense que le hockey junior... Tentés, c'est sûr. Le hockey junior va rajeunir, je pense. Ça va devenir plus une ligue de 17-18 ans. C'est ça. Les joueurs de 19 ans, les très bons joueurs de 19 ans vont trouver preneur pour aller jouer. Il y a des bonnes chances, oui. Il y a peut-être des joueurs aux États-Unis de 16-17 ans qui vont davantage venir ici. Oui, aussi. C'est ça. C'est peut-être ça qui se profile, mais effectivement, ça passe... Enfin, c'est pas évident qu'on va pouvoir maintenir le même nombre d'équipes et exactement de cette façon de fonctionner-là, parce que le clash est grand là, entre les avantages de la NCAA et les contraintes du hockey junior canadien. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Fait que Carbonneau va être là, lui, à la combine cette semaine. Desnoyers aussi. J'ai hâte de voir ce que Caleb Desnoyers va faire. Puis... Qu'est-ce que... Je suis tombé... De l'importance du combine. C'est bien important. C'est pour les entrevues, je pense, surtout. Les tests physiques... c'est un moyen de faire subir les tests physiques aux joueurs à un seul guichet, à un seul endroit, pour pas que les pauvres joueurs aient à répéter ça avec 17 équipes différentes. Là. Fait que c'est commode de ce point de vue-là. Puis je pense que les équipes accordent beaucoup d'attention aux entrevues. C'est ce moment-là de l'année là, où est-ce qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui demande aux joueurs quel animal, de quel animal... Je pense que la combine va être particulièrement importante cette année pour le business du hockey en général, parce que le repêchage est décentralisé. On n'a plus ce rendez-vous-là où tout le monde... Pour l'instant. Pour cette année. Ouais. On ne sait pas pour le futur, mais cette année, c'est comme ça. Et donc, il n'y a plus ce rendez-vous où tous les acteurs influents du milieu du hockey se retrouvent sur un même parterre pour discuter, échanger, peut-être commencer à négocier, que ce soit des contrats, des transactions, etc., ce qui se faisait énormément au repêchage. Et là, tout le monde va être à Buffalo cette semaine. Les premiers jours, les 2-3 premiers jours, là, c'est là où tous les dirigeants sont, assistent aux plus importantes entrevues généralement. Les agents sont là. Alors, le milieu du hockey s'y retrouve. Et d'après moi, il va y avoir pas mal de conversations de corridor, que ce soit avec le gars de l'hôtel, le portier de l'hôtel, ou entre, je sais pas moi, Bill et Doug Armstrong, par exemple. Tu comprends? Alors... J'ai l'impression qu'il y a pas mal on va avoir peut-être plus d'écho de toutes sortes de trucs là, du business du hockey professionnel de la Ligue nationale cette semaine, parce que c'est un rendez-vous plus important que les autres années. Peut-être que Mathieu Darche va se tromper et va aller assister aux entrevues du Lightning. Parce que s'il vient de commencer, c'est trop récent. Il vient de commencer. Je trouvais pas le kiosque des Islanders. Il disait qu'il ne trouvait pas les toilettes la semaine dernière à sa conférence de presse. Mais ça, une bonne ressource pour ces questions-là, le gars du hall. Ça, c'est toujours bon d'être chumé avec le gars du hall.
Les gars de la sécurité, oui. Cela dit, ce serait très mal vu de... Il y a autant de directeurs généraux québécois que... Non? Que d'espoir. Que d'espoir québécois. Même plus si on compte Stan Bowman. Ouais. OK. Mais comptons-le pas. Donc, 4, c'est égal. C'est égal. Mais j'allais dire, en conclusion, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des... Parce que c'est pas interdit de faire des transactions. On ne s'attend pas à ce que ces conversations de corridor-là aboutissent à quelque chose en pleine finale de la Coupe Stanley. Non, mais c'est souvent là qu'on peut lancer les bases d'un échange futur. Donc, il peut y avoir la prémisse de quelque chose qui se dessine là, effectivement. Puis sinon, pour ce qui est de la LHJMQ, là, on va faire vite, là, mais oui, Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau. Non, le temps nous presse pas, le temps nous presse jamais. Puis il y a aussi Bill Zonon, là, sur qui j'ai beaucoup aimé ton texte sur Bill Zonon. Qui est un autre espoir quand même de premier plan, j'oserais dire, qui vient de la Ligue junior majeure du Québec. J'ai écrit sur lui aujourd'hui. C'est un joueur qui... j'ai parlé avec son père, j'ai parlé avec lui aussi, puis il parlait de l'importance du symbole parce qu'ils sont d'origine togolaise et puis ses parents ont immigré du Togo. Ils étaient dans la vingtaine déjà, ils sont venus étudier au Québec. Les parents, ça. Les parents, puis finalement, s'y sont installés. Et le jeune Bill est né ici et tout, et joue à Rouyn-Noranda depuis 3 ans, quand même loin du Togo, là. Mais tout ça pour dire que Bill... C'est pas plus proche du Togo, là. Géographiquement, sort la règle. Mais c'est une blague, là, nos amis de Rouyn. Bill jouait au soccer quand il était tout petit au début parce que c'était le sport de son père, c'est ce que son père me racontait. Et puis, il est tombé sur un match de hockey en zappant par un soir de télé, par pur hasard. Match de hockey du Canadien et Piquet Souban faisait des siennes ce soir-là comme il avait coutume de le faire à l'époque. Et puis, Augustin Zonon, son père, me disait c'est fou l'importance du symbole, pareil, parce que dans sa tête d'enfant, à Bill de 5 ans, je pense, à l'époque, a dit « Ah, papa, lui, il est comme moi. » Parce qu'ils sont noirs tous les deux. Et à partir de ce moment-là, il a dit « Non, laisse la télé, laisse-le regarder. » Puis ça a vraiment, vraiment été un déclic. C'est un peu comme histoire romanesque, le conte de fées, mais dans leur cas, c'est vraiment ça qui s'est produit. Il racontait que Bill demandait à son père à tous les matins, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas regarder le match au complet, donc tous les matins, et est-ce que Pernell Carl a eu une étoile hier? Puis si Piquet n'avait pas d'étoile, ça ne devait pas arriver tout le temps, là. Bill pleurait, il était inconsolable. Donc, ça a été... on fait des blagues un peu, mais ça a été vraiment fondateur. Très, très majeur. Fondateur. Puis c'était un peu ça le sens du texte sur l'importance du symbole. Je trouvais que c'était une belle histoire. Aujourd'hui, cela dit, c'est un bon joueur de hockey. Il est grand et lancé. Pas encore très costaud, mais encore là, il y a pas mal de place pour le devenir éventuellement. Et dans son cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était un ailier à la base. Et cette année, Steve Hartley, son coach, l'a placé au centre. Et c'est rare qu'on voit cette transition-là. On voit plus l'inverse, centre à l'aile que de l'aile au centre. Et il y a des dépisteurs qui me disaient, moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça. Et quelle agréable surprise ce fut. C'est devenu un bien meilleur joueur de hockey et qui a beaucoup plus d'impact dans les matchs, qu'on voit tout simplement partout, qui soutient ses coéquipiers, qui comprend le jeu défensif et qui est allumé, puis qui a, justement, comme je le disais, qui a un impact plus grand sur les matchs. Alors, je pense que ça fait hausser sa cote pas mal. Lui, on l'attend peut-être fin de premier tour, plus probablement début du deuxième. Entre 28 et 40, là, me disait-on, plus ou moins. Mais c'est un bon joueur de hockey. Je trouve ça très intéressant. C'est très responsable de la part de l'entraîneur d'essayer de donner plus d'outils possibles à son joueur. Je me souviens que Dominique Ducharme avait fait ça avec Jonathan Drouin. Quand Jonathan Drouin avait été tourné dans les rangs juniors en disant « On va développer une corde de plus à ton arc. » Ça ne veut pas dire que le gars va être capable de le faire dans la Ligue nationale, mais au niveau junior, c'était dominant. Tu peux essayer des affaires. Tu peux, Oui, puis ça ne peut que te servir par la suite. Exact. Il s'est mis au hockey à quel âge? 5-6 ans, là. OK, parce que très jeune. À la lecture, je me posais cette question-là. Si c'était arrivé tard. Sa jeune sœur, qui a 3 ans de moins que lui, joue aussi au hockey à un haut niveau aujourd'hui. Donc, le père me disait, nous qui connaissions absolument rien puis qui n'avions aucun intérêt pour on est devenus des rats d'Arena depuis 12 ans. Je pensais que tu étais pour dire on est devenus ruinés maintenant. Ça coûte on n'a pas parlé d'argent, mais... Ça coûte un peu plus cher que le soccer. Il disait, c'est fou, nous, c'est pas moi qui y attachais ses patins la première fois qu'il était dans le vestiaire. Là. Je savais pas comment ça marchait.
mettre l'équipement de hockey quand tu n'as jamais fait ça, c'est parce qu'il y a un ordre. Là. C'est pas si simple. Là. Lui, il fallait qu'il demande à d'autres parents. Puis on l'amenait patiner à la patinoire du coin au début. Ça a été le premier réflexe. Il veut jouer au hockey, OK, faut qu'il apprenne à patiner. J'ai dit, excellent réflexe. Donc, patinoire du coin, patinage libre et tout. Mais les parents ne sautaient pas sur la glace. Là. Quand Bill faisait des pirouettes puis il tombait sur le derrière, il fallait demander à des bons samaritains de le relever et tout. Puis, il racontait ça quand même. Le bonhomme était charismatique et tout. C'est quand même une très belle histoire. Très, très chouette. Donc, ils sont 4. Il en manque un? Ils sont 4. Il en manque un. Qui voulait se battre. Non. Je ne sais pas, peut-être un gardien. Pourtant, j'ai parlé avec Beckman. Il me disait qu'il n'était pas là. Je ne sais pas c'est qui le 4e. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Un joueur mystère. Mais il y a aussi beaucoup de gardiens québécois. J'ai aussi un texte à venir sur les gardiens québécois. Vous le lirez. Mais il y a... Parce que j'ai écrit là-dessus, vous rappelez-vous, à l'automne, le fait que c'est un peu le filet désert devant c'est bon, ça. Et là, il y en a 4 gardiens québécois qui sont relativement bien classés, mais il faut traiter ça plus comme une anomalie qu'autre chose. Là, ça donne comme ça cette année. Il y en a quelques-uns qui sont bien en vue. Le meilleur espoir devant le filet, c'est Lucas Beckman, qui est un Montréalais qui joue à Bécomo. Et qui est 2e sur la centrale. Mais il n'est pas là, il n'est pas à la combine. Beckman, il me semble qu'il m'a dit qu'il n'y allait pas, donc j'ai pas vu la liste, mais ça serait étonnant qu'il y ait un des gardiens. J'aime ça, moi, un joueur mystère. J'aime ça, ça entretient, ça garde l'auditeur et l'auditrice là, au bout de son siège. Sur le qui-vive. Voilà. Êtes-vous sur le qui-vive? On essaie. Peut-être pas là. Peut-être pas là, peut-être demain. Alors que la finale se met en branle. Puis comme tu disais, Alex, avec tout ce beau monde réuni à Buffalo, ça va buzzer un peu, je pense. Ah ouais. Ça va buzzer. Un peu d'effervescence. Puis nous, mine de rien, on est dans le... C'est ça. C'est la marche finale vers la fin de la saison. Les gars, vous avez toute mon affection. Toute ma gratitude aussi. Nous en sommes reconnaissants. Et on te la renvoie. On te renvoie. Pas on te renvoie ce que tu nous donnes, mais un peu. On te la pitch. C'est réciproque, c'est ce que je voulais dire. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Encore un grand plaisir, messieurs. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait grand plaisir. Du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne finale, tout le monde! Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.